en fait, les sondages étaient extrêmement serrés tout au long de la campagne. Ça a été une campagne qui a été extrêmement polarisée entre d'un côté donc López Obrador, le candidat de la gauche, et de l'autre côté Felipe Calderón, le candidat de la droite. Une campagne assez tendue. Donc la journée des élections s'est déroulée dans des bonnes conditions, il n'y a pas eu de violence, c'était une journée relativement calme. Et en fait, le soir de l'élection, donc au traditionnel 20h, les médias ont déclaré qu'ils n'étaient pas en mesure de donner le résultat de l'élection. Donc là a commencé une très longue nuit. Donc 2 heures après, le président de l'Institut fédéral électoral, qui est l'instance au Mexique qui organise, qui est en charge de toute l'organisation matérielle, et a pris la parole à la télévision en disant que le résultat était tellement serré qu'il était impossible de savoir pour l'instant qui était le vainqueur. Et donc la question électorale, éventuellement on pourra y revenir, mais est une question ancienne, centrale dans les débats sur la démocratie mexicaine. Et donc l'Institut fédéral électoral est une très grosse machine avec beaucoup d'éléments technologiques, une force de frappe aussi importante en termes de communication. Et notamment, il y avait un excellent site internet où on pouvait voir le décompte des voix en direct. Et donc des milliers de Mexicains sont restés devant leur ordinateur. Moi j'étais au Mexique à ce moment-là et j'ai passé la nuit avec des amis devant l'ordinateur et on a vu comment petit à petit les courbes se rapprochaient de plus en plus et comment finalement au petit matin c'est le candidat de droite Felipe Calderón qui avait un léger avantage sur López Obrador. Assez rapidement, l'Institut fédéral électoral a annoncé qu'il y aurait un recompte des voix sur la base des procès-verbaux, pas des bulletins de vote, mais sur la base donc des procès-verbaux, c'est-à-dire des documents bureau de vote par bureau de vote. Donc il y a eu ce premier recompte qui a été effectué. Et suite à ce recompte, la différence qui était au départ d'un peu plus de 1% est tombée à 0,58% des voix. Donc vraiment une différence très petite. Et sur ce, il a commencé à y avoir des rumeurs de fraude, donc des militants du Parti de la Révolution démocratique ont apporté des preuves que dans certains endroits, des urnes avaient été volées, que dans d'autres, les procès-verbaux avaient été falsifiés. Mais il faut être quand même très prudent avec ces questions-là parce que en fait dans un pays comme le Mexique qui fait 4 fois la France, qui est un pays extrêmement montagneux où il y a des communes qui sont encore très isolées, l'organisation matérielle de l'élection c'est quelque chose de très compliqué et notamment ne serait-ce que remplir les documents électoraux dans des villages où parfois la personne ayant le plus haut niveau d'études un niveau collège, c'est quelque chose de très compliqué. Mais donc à partir de là, c'est ouvert la période du contentieux électoral. Donc le Parti de la Révolution démocratique de López Obrador a contesté les élections. Et parallèlement a commencé une mobilisation. Donc 3 semaines après les élections a été mis en place un campement qu'on a appelé méga campement qui était sur la place centrale de Mexico mais également sur la grande artère de Mexico et alors avec des gens qui restaient en permanence, qui ont installé des tentes, il y avait plein d'activités à la fois ludiques et politiques, des débats, les universités avaient même installé des tentes, et il y avait des professeurs, des intellectuels qui venaient discuter de questions sur la démocratie mexicaine, il y avait des cours de danse, des cours... Il faut dire que c'était pendant l'été.
en période de vacances scolaires. Ça a été aussi une grande garderie en plein air. Des gens sont venus pour des milieux populaires au Mexique qui n'ont pas beaucoup accès aux loisirs, qui ne peuvent pas partir en vacances. En fait, il y a des gens qui ont conflué là et qui ont passé un mois dans ce campement qui était assez extraordinaire. Puis il y avait des visites dans la ville qui étaient organisées. Je me souviens du témoignage d'un homme qui disait bah, j'ai vu pour la première fois un opéra parce qu'on leur faisait faire des activités. Enfin voilà. Et parallèlement, donc, il y avait le temps judiciaire, le temps du contentieux électoral. Et donc là, les choses ont été assez complexes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais seulement dire que finalement, début septembre, donc 2 mois après les élections, le tribunal électoral a déclaré le candidat de droite, Felipe Calderón, vainqueur. Dans un arrêt qui était assez controversé parce qu'il reconnaissait quand même qu'il y avait eu des problèmes à la fois pendant la campagne électorale, de non-respect de la neutralité de l'État par exemple et de la neutralité du président qui était du même parti que Felipe Calderón, mais il n'y a pas de réélection au Mexique donc il ne s'était pas représenté, mais donc il avait s'était activement mobilisé. Et en même temps, tout en disant c'est quand même Felipe Calderón qui est le vainqueur. Alors, pour trancher cette question, sans rentrer dans le débat si la fraude, s'il y a eu fraude ou si on reconnaît qu'il y a eu fraude, ça a eu un effet sur le résultat de l'élection, le résultat final de l'élection. Il faut juste dire qu'après la révision du tribunal électoral, la différence avait encore diminué, donc on était à 0,56% de différence, soit 200 000 voix, soit moins de 2 voix par bureau de vote à l'échelle nationale. Et parallèlement, 800 000 voix, donc 4 fois plus, ont été annulées pour des raisons diverses et variées. Par exemple, des documents qui ont été mal remplis, les scrutateurs qui n'étaient pas présents ou le président du bureau de vote qui arrive en retard. Tout ça, c'est des raisons d'annulation. Donc, comme le dit fort justement un spécialiste mexicain, avec 200 000 voix de différence, 800 000 voix annulé, on ne pouvait pas déterminer le gagnant. Si la démocratie c'est 50% plus une voix, le problème c'est que dans ce contexte-là, il était difficile ça a été un choix politique du tribunal électoral. Une fois que la décision du tribunal, qui était l'instance compétente, est tombée, il était difficile de remettre en cause le fondement juridique de cette décision, même si elle était quand même contestable. Et parallèlement à ça, il faut aussi dire que López Obrador, à la fois pour ce mouvement, mais dans son histoire antérieure, et ça a été vrai ensuite pour des mobilisations qui ont eu lieu également après, est quelqu'un qui a toujours valorisé la voie pacifique. Donc au cours de cette mobilisation, il n'y a eu aucun mort. Il y avait au même moment une mobilisation au Mexique dans l'état de Oaxaca. Il y a eu plus de 25 morts. Dans le cas de la mobilisation de López Obrador, il n'y a pas eu de morts, il n'y a pas eu de blessés. C'est à mettre en lien avec sa vision des formes de résistance civile, avec une influence presque gandhienne, et vraiment la volonté d'éviter tout type d'affrontement. Et d'ailleurs, en fait, ce grand campement qui a été mis en place après les élections, il avait un double objectif. Ça permettait de maintenir ces militants mobilisés sur une période qui est longue, parce qu'entre l'élection et le verdict du tribunal électoral se sont écoulés 2 mois, donc c'est long de maintenir pendant 2 mois des gens mobilisés. Mais l'objectif, c'était aussi qu'il n'y ait pas de recours à la violence et que des petits groupes ne se radicalisent pas de manière isolée et n'aient pas la tentation de prendre les armes
comme c'est souvent arrivé dans l'histoire mexicaine suite à des élections contestées. López Obrador va se lancer dans une initiative assez originale. Il va mettre en place ce qu'il a appelé le gouvernement légitime, donc qui est composé de 12 ministres, 6 hommes et 6 femmes, alors avec des ministères avec des noms assez éloquents, comme celui de l'austérité républicaine, de l'État-providence ou de la défense du patrimoine national, hein, donc dans une perspective qui est la sienne, qui est d'une gauche nationaliste, ancrée dans une forte tradition mexicaine, hein, d'une gauche nationaliste. Et donc il met en place ce gouvernement, donc ces ministres vont prendre la parole dans les médias et puis assez rapidement vont être quand même marginalisés, les médias ne vont plus beaucoup s'intéresser à ce gouvernement. Et lui, López Obrador, va commencer une tournée dans tout le pays. Donc il va parcourir à partir de 2007 le pays et il va aller dans chacune des plus de 2500 municipalités, communes du Mexique. En fait, donc au Mexique, la commune correspondrait plutôt à l'échelon du canton en France, mais il va tous les parcourir. Et donc moi j'ai eu l'opportunité de partir 4 jours en tournée avec lui et son équipe. Et donc c'était quand même quelque chose d'assez incroyable parce qu'on arrivait dans des petites communes rurales, hein, où il y avait plusieurs villages, en tout 3 000 à 4 000 personnes. Et il pouvait y avoir 400 personnes à son meeting. Les gens étaient endimanchés, on aurait dit une fête de village, hein. Il y avait des pétards, il y avait de la musique, il y avait des ballons. Et surtout, même ceux qui n'étaient pas forcément ses sympathisants étaient impressionnés par le fait que un ancien candidat à la présidentielle vienne dans leur village, dans leur pueblo.